Bonjour à tous, je suis Nathalie Bastier, en première année de thèse dans l'équipe Organisation et Dynamique nucléaire d'Olivier Gadal, sous la supervision de Frédéric Becquet, au CBI à Toulouse. Et je vais vous présenter donc, ce que j'ai fait durant ma première année de thèse, qui portait sur l'acétylation de SMC3, permettant l'ancrage des boucles de chromatine dépendantes des coésines. Donc, ce travail il a été réalisé en collaboration avec l'équipe de Romain Crozul à l'Institut Pasteur. Donc, comme vous le savez, le génome est organisé en 3 dimensions. Donc, les chromosomes occupent des territoires chromosomiques et ces territoires chromosomiques sont eux-mêmes organisés en compartiments A et B. Et ces compartiments contiennent des topologically associative domains qui sont des TAD où la fréquence d'interaction entre l'ossi est élevée. Ces TAD ils sont formés par des boucles de chromatine. Donc, cette organisation 3D du génome, elle est importante pour différents processus cellulaires, comme la réparation des cassures double brin, la réplication de l'ADN ou encore la régulation de la transcription. Et à la base de ces boucles, on trouve le complexe coésine. Donc, brièvement, le complexe coésine, c'est un complexe appartenant à la famille des SMC pour Structural Maintenance of Chromosome. Donc, ce complexe, il est constitué de 2 sous-unités SMC, SMC3 et SMC1, et d'une troisième sous-unité clésine, SSC1, qui permet de fermer l'anneau de coésine. Donc, cet anneau, il va s'associer avec différentes protéines auxiliaires qui vont permettre de réguler son association avec l'ADN. Les 2 sous-unités SMC, elles possèdent des têtes ATPasiques capables d'hydrolyser l'ATP et l'anneau va pouvoir embrasser 1 ou 2 brins d'ADN. Donc, la coésine, elle a été initialement identifiée pour son rôle dans la cohésion des chromatides sœurs, qui est essentielle à la ségrégation correcte des chromosomes, et son association avec l'ADN va être régulée au cours du cycle cellulaire. Donc, en géant, durant l'interphase, la coésine est chargée grâce à un facteur de chargement appelé SSC2, mais elle n'est pas stable sur l'ADN puisqu'elle va être dissociée par l'activité de la protéine WAPL. Après la phase S, après la réplication, durant la phase S, la coésine doit maintenir les chromatides sœurs entre elles. Et ceci va être permis par l'acétylation de 2 lysines de SMC3 par l'acétyltransférase ECO1. Donc, comme vous pouvez le voir, PDS5, ça va être une protéine qui va avoir un rôle ambigu parce qu'elle va être impliquée d'une part dans l'activité de dissociation des coésines de l'ADN et d'une autre part dans l'activité de stabilisation des coésines sur l'ADN. À la fin du cycle cellulaire, lors de l'anaphase, les 2 chromatides sœurs doivent migrer à chaque pôle de la cellule et ceci est permis par le clivage de la clésine SSC1 et la déacétylation de SMC3 par la déacétylase OS1. PDS5 qui va également avoir un rôle de protection de l'acétylation de SMC3 contre la déacétylase OS1. Donc, la coésine, elle a également une autre fonction, donc, comme je vous le disais, qui est l'organisation du génome, puisqu'elle va permettre la formation des boucles de chromatine et la formation des TAD. Donc, cette organisation du génome, elle a été mise en évidence par les techniques de capture des conformations des chromosomes et plus précisément par le IC que vous connaissez. Donc, brièvement, le IC, ça consiste à cross-linker les interactions au sein du noyau, donc à bloquer ensemble les loci qui se trouvent physiquement proches. Ensuite, on digère la chromatine, on ajoute de la biotine, on fait une ligation et on peut ainsi purifier les fragments d'ADN hybrides et les séquencer. Donc, on regarde ces interactions au sein du noyau sur des matrices de probabilité de contact. Donc, la diagonale, elle correspond à des interactions à très courte distance. Et quand on s'éloigne de la diagonale, on voit des triangles rouges qui vont correspondre donc au TAD. Et au sommet de ces triangles, on trouve des points plus forts qui vont correspondre aux boucles de chromatine. Donc, je vais parler de boucles stables puisque ça va correspondre à une probabilité de contact très élevée entre deux loci. Donc, cette organisation du génome, elle est dépendante des coésines. Donc, on va trouver le complexe coésine à la base des boucles. Et si on délète ce complexe, on constate qu'on a une disparition totale de ces domaines et de ces boucles. Cette organisation du génome, elle est conservée puisqu'on constate qu'elle existe également chez la levure. Donc récemment, Lise Dauban a pu mettre en évidence que les chromosomes mitotiques de levure sont organisés en boucles de chromatine. Donc ici, on a une matrice de probabilité de contact de ces chromosomes mitotiques dans le triangle du haut, où on voit des points qui vont représenter ces boucles de chromatine qui sont de plus petite taille que chez les mammifères. Là, on va être autour de 10 à 20 kb. Et en géant, on a une absence de cette organisation puisqu'on constate qu'on n'a pas ces boucles de chromatine. Ceci s'explique par le fait que chez la levure, on n'a pas de coésine en géant sur l'ADN. Cette organisation des chromosomes mitotiques, elle est bien dépendante des coésines, puisque lorsqu'on dégrade la clésine SSC1 en métaphase, on constate qu'on a une disparition de ces boucles de chromatine.
Donc, les chromosomes mitotiques de levure sont organisés en boucles de chromatine dépendantes des coésines. Donc, comment ces boucles de chromatine sont formées? Il y a un modèle, le modèle dit d'extrusion des boucles, qui permet d'expliquer la formation de ces boucles. Donc, dans ce modèle, la coésine va attraper des petites boucles de chromatine et va progressivement extruder l'ADN jusqu'à rencontrer des barrières ou bien jusqu'à être donc dissociée de la chromatine. Donc, ce modèle, il va impliquer plusieurs choses. Premièrement, c'est que la taille des boucles va dépendre du temps de résidence des coésines sur l'ADN. Donc, plus les coésines vont rester longtemps sur l'ADN, plus on va avoir des boucles de grande taille. Et deuxièmement, c'est la nécessité d'un moteur moléculaire pour extruder l'ADN. Donc récemment, ce modèle a été validé in vitro par le laboratoire de Jan Nickel-Peters, qui a utilisé des complexes de coésine purifiés. Et ils ont pu regarder par des approches de single molécule si la coésine était capable de faire de l'extrusion de boucles donc in vitro. Donc, pour cela, ils ont utilisé des coésines purifiées et ils ont regardé, ils ont ajouté de l'ATP et le facteur de chargement SCC2. Donc, ils ont constaté que la coésine était capable de faire de l'extrusion de boucles in vitro et que ceci dépendait donc de son activité d'hydrolyse d'ATP. Et cette activité d'hydrolyse d'ATP, elle est stimulée par SCC2. Donc, SCC2 ne va pas être uniquement un facteur de chargement, mais il va également permettre de stimuler l'hydrolyse d'ATP, qui va être le moteur moléculaire permettant l'extrusion des boucles de chromatine. Donc, dans le laboratoire, on s'intéresse à comprendre les mécanismes permettant de réguler l'expansion et la stabilité des boucles de chromatine dépendantes des coésines. Donc, Lise Dauban, en collaboration avec Romain Cosul, s'est intéressé donc aux différentes protéines connues pour être associées avec l'anneau de coésine et leur rôle dans la régulation de l'expansion des boucles de chromatine chez la levure Saccharomyces cerevisiae. Donc, dans un premier temps, elle s'est intéressée au rôle de la protéine WAPL dans la régulation de l'expansion de ces boucles. Donc, la protéine WAPL, je vous rappelle, elle permet donc de dissocier les coésines de l'ADN. Donc, lorsqu'on déplète cette protéine, on s'attend à avoir une stabilisation des coésines sur l'ADN. Et donc, étant donné le modèle de loop extrusion, on s'attend à avoir des boucles de plus grande taille. Donc, voici les matrices de probabilité de contact obtenues. Donc, à gauche, nous avons donc la matrice dans notre souche sauvage avec les boucles de chromatine. Et à droite, la matrice lorsqu'on déplète la protéine WAPL et on constate qu'on a bien des boucles de chromatine de plus grande taille. Donc, ceci confirme que WAPL inhibe l'expansion des boucles de chromatine en stabilisant les coésines sur l'ADN chez la levure. Donc, cette donnée, elle était déjà connue chez les mammifères. Ensuite, Lise Dauban s'était intéressée à comprendre le rôle de la protéine E-CoA dans la régulation de l'expansion de ces boucles de chromatine. Donc, cette protéine, c'est une acétyltransférase. Elle va acétyler les lysines 112 et 113 de SMC3. Et cette acétylation permet d'inhiber l'activité de dissociation de WAPL. Donc, elle permet de stabiliser les coésines sur l'ADN. Donc, en l'absence d'E-CoA, on s'attend à avoir une déstabilisation des coésines, donc à avoir moins de boucles de chromatine sur l'ADN. Moins de boucles de chromatine. Donc, pour regarder l'effet des coins sur l'expansion des boucles de chromatine, on a synchronisé donc, nos cellules en utilisant de l'alpha-facteur en G1. On a ajouté de l'oxine pour dégrader la protéine E-coin qui possède une étiquette AID et on a regardé les boucles de chromatine en métaphase. Donc, on obtient les cartes de probabilité de contact suivantes. Donc, notre souche sauvage, on voit qu'on a des boucles de chromatine comme je vous les ai présentées auparavant. Et lorsqu'on dégrade la protéine E-coin, on constate qu'on a une perte de ces boucles. Donc, on ne va plus avoir ces points forts le long des chromosomes et on va avoir une augmentation de la taille des domaines d'interaction. Donc, le devenir de ces boucles, il a également été étudié par l'outil Chromocyte développé dans l'équipe de Romain Cosul. Donc, ils ont regardé le devenir des boucles lorsqu'on dégrade la protéine E-coin et on constate effectivement qu'on a une perte de boucles de chromatine. Donc, ceci, c'était attendu puisqu'on a déstabilisé les coésines en dégradant E-coin. En revanche, ce qui n'était pas attendu, c'est que lorsqu'on regarde à l'échelle de tout le génome la probabilité de contact. Donc ici, on a la probabilité de contact en fonction de la distance génomique. On constate qu'on va avoir une probabilité de contact plus grande pour des distances génomiques éloignées. Donc, on va avoir une augmentation des interactions à longue distance lorsqu'on déplète la protéine E-coin. Donc, il semblerait que cette protéine permette d'inhiber l'activité translocase de la coésine.
Donc, on s'est demandé, cohérence est une acétyltransférase, comment cette acétyltransférase pouvait inhiber l'expansion des boucles de chromatine. Donc, d'abord, on s'est intéressé aux cibles des cohérents qui étaient déjà connues, qui sont les lysines 112 et 113, qui sont essentielles. C'est des lysines qui sont conservées chez les mammifères. Et on a voulu regarder donc leur rôle dans l'expansion des boucles de chromatine pour savoir si ça pouvait être les cibles des cohérents. Donc pour cela, on a utilisé un mutant de SMC3 où les lysines ont été remplacées par des résidus arginines qui ne sont donc plus acétylables par écoin. Donc si les lysines 112 et 113 sont les cibles des cohérents, alors on s'attend dans notre mutant appelé SMC3-RR à ce qu'on ait une expansion des interactions à longue distance. Donc pour cela, on a utilisé une souche de levure qui possède donc SMC3-RR comme mutant, mais ces lysines sont essentielles, donc on a dû également insérer donc un SMC3-AID que l'on va pouvoir dégrader pour garder le SMC3-RR. Donc pour cela, on a synchronisé nos cellules en utilisant toujours de l'alpha-facteur. On a ajouté de l'oxine donc pour dégrader le SMC3-AID et ne garder qu'un SMC3 sauvage ou un SMC3-RR. Et on a regardé en métaphase l'expansion de ces boucles de chromatine. Donc, on obtient les cartes suivantes. Donc, dans notre souche sauvage, on a bien les points qui correspondent aux boucles de chromatine. Et lorsqu'on est dans le cas de notre mutant SMC3-RR qui n'est plus acétylable par écoin, on constate qu'on a bien une diminution de ces boucles et une augmentation des interactions à longue distance. Donc, il semblerait que les lysines 112 et 113 de SMC3 soient les cibles des cohérents et que cette acétylation inhibe l'expansion des boucles de chromatine. Donc maintenant, on s'est demandé comment l'acétylation de ces lysines par écoin inhibe l'expansion des boucles de chromatine. Donc je vous rappelle, ce qu'on a constaté, c'est qu'on va avoir d'une part une diminution de la stabilisation des boucles de chromatine lorsqu'on dégrade écoin ou les lysines 112 et 113 ne sont plus acétylables. Donc, ceci, c'était attendu. Et on a également une augmentation des interactions à longue distance. Donc, donc nous proposons deux hypothèses pour expliquer ce phénotype. Premièrement, c'est que l'acétylation va permettre d'inhiber l'activité de dissociation de Whipple et donc stabiliser les coésines. On va donc avoir des coésines stabilisées à la base des boucles. Et également que cette acétylation permet d'inhiber l'activité de translocation de la coésine. En effet, si les coésines sont moins acétylées, moins stables sur l'ADN, si les coésines sont moins stables sur l'ADN, on ne peut pas expliquer l'expansion des interactions à longue distance par une augmentation de la durée on ne peut pas expliquer, pardon, je reprends, on ne peut pas expliquer l'augmentation des interactions à longue distance par le fait que les coésines soient plus longtemps sur l'ADN. Donc, on suppose que les coésines vont aller plus vite, plus loin. Donc, que l'acétylation permettrait d'inhiber l'activité de translocation. Donc, on s'est dans un premier temps intéressé à notre première hypothèse selon laquelle les coésines acétylées se trouveraient à la base des boucles et permettraient l'ancrage de ces boucles de chromatine. Donc, pour répondre à cette question, il faut savoir une chose d'abord, c'est qu'il y a deux populations de coésines chez la levure, des coésines dites labiles et des coésines stables. Donc les coésines labiles, elles vont être sans cesse chargées et dissociées de l'ADN, tandis que les coésines stables, qui sont acétylées, vont inhiber l'action de dissociation de Whipple. Donc pour regarder si c'est ces coésines qui sont à la base des boucles et qui permettent l'ancrage des boucles de chromatine, nous avons inactivé le facteur de chargement SSC2 pour ne garder que les coésines stables sur l'ADN. Donc, si ce sont ces coésines qui sont à la base des boucles, on s'attend à garder les boucles de chromatine lorsqu'on inactive SSC2. Donc, pour cela, on a utilisé un mutant thermosensible de SSC2. On a synchronisé nos cellules en G1, puis on les a arrêtées en G2 avec du nocodazole. Donc, les boucles de chromatine se sont établies et on a inactivé SSC2 en mettant notre culture pendant 20 minutes ou 1 heure à 37 degrés. Et on a regardé le devenir des boucles de chromatine. Donc, on a obtenu les cartes de probabilité suivantes. Donc, en haut, nous avons notre souche sauvage et en bas, notre mutant STC2. Donc, à 30 degrés à température permissive, on a bien des boucles de chromatine dans les deux cas. Et lorsqu'on inactive SCC2, que ce soit 20 minutes ou 1 heure, on constate qu'on a bien un maintien de ces boucles de chromatine. Donc, il semblerait que l'acétylation, que les coésines à la base des boucles permettant l'ancrage de ces boucles de chromatine soient acétylées.
Et ceci, ça peut s'expliquer par l'inhibition de l'activité de dissociation de Whipple. De notre côté, je vous rappelle qu'on a également des interactions à très longue distance. Et donc, notre hypothèse, c'est que l'acétylation permet également d'inhiber l'activité de translocation de la coésine. Donc, pour vérifier cette hypothèse, donc il faut savoir d'abord deux choses. C'est qu'il y a un modèle qui a été proposé selon lequel SSC2 permettrait stimulerait l'hydrolyse d'ATP et CSC2 rentrerait en compétition avec la protéine PDS5. Donc, ce sont deux protéines en forme de crochet qui se lient au même endroit sur la clésine. Donc, un article publié par l'équipe de Kim Nasmith a montré que PDS5 inhiberait l'hydrolyse d'ATP, tandis que SSC2 permettrait d'activer cette hydrolyse d'ATP. Donc, notre hypothèse, c'est que l'acétylation des lysines 112 et 113 par ECO1 permettrait de réguler la compétition entre SSC2 et PDS5 sur la coésine et donc par exemple, permettrait de stimuler la liaison de PDS5 ou inhiberait la liaison de SSC2 qui conduirait à une inhibition de l'expansion des boucles de chromatine en inhibant l'activité de l'hydrolyse d'ATP. Donc, ces données ces hypothèses sont renforcées par un article récent de Christophe Chapard, qui se trouve maintenant dans l'équipe de Romain Cosul, qui montre que l'inactivation d'ECO1 réduit l'association de PDS5 à la chromatine. Donc, il a fait des chips secs dans une souche sauvage ou en inactivant la protéine ECO1. Et il a constaté que lorsqu'on inactive ECO1, on va avoir moins de PDS5 recrutés à la chromatine, contrairement à la coésine qui va être toujours autant recrutée. Donc, ces données vont dans le sens que l'acétylation stimulerait la liaison de PDS5 à la coésine. Donc, notre hypothèse. Donc, actuellement, il y a des expériences qui sont en cours dans le laboratoire pour essayer de démontrer ça. D'autre part, si cette acétylation, elle permet uniquement de recruter PDS5 à la coésine, alors Nathalie, tu as 3 minutes encore. Ok, j'ai bientôt fini. Alors, on peut s'imaginer que lorsqu'on dégrade PDS5, mais qu'on maintient l'acétylation des coésines, on va quand même avoir une inhibition de l'expansion des boucles de chromatine. Donc, pour vérifier cela, on a utilisé deux mutants, un mutant de PDS5 qui est dégradable et un mutant où on va dégrader PDS5, mais où on va avoir l'absence de la déacétylase OS1, donc on va maintenir l'acétylation. Donc, on a arrêté nos cellules en G2, on a dégradé PDS5 dans les deux cas. Et ce qu'on constate, c'est qu'on ait ou pas la déacétylase, donc on ait de l'acétylation ou non, on va quand même avoir une expansion des boucles de chromatine. Donc, ceci va toujours dans l'idée que l'acétylation permettrait bien de recruter PDS5 et permettrait donc d'inhiber l'expansion des boucles de chromatine. Donc, en conclusion de tout ce que je vous ai montré là, notre modèle, c'est que SSC2 permet de stimuler l'hydrolyse d'ATP par la coésine. Ceci conduit à une expansion des boucles de chromatine, tandis que ECO1 va permettre d'acétyler SMC3. Cette acétylation permet un recrutement de PDS5 qui se lie au même endroit sur la clésine et donc empêche le recrutement de SSC2. Et ceci va bloquer l'expansion des boucles de chromatine, d'une part en inhibant son l'activité de dissociation de Whipple, donc en stabilisant les coésines sur l'ADN, et d'autre part donc en inhibant l'activité de translocation. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je remercie donc toute l'équipe d'Olivier Gadal et également l'équipe de Romain Cosul et plus particulièrement Christophe Chapard qui s'est occupé de la partie bioinformatique de ce projet. C'est parfait. Merci beaucoup pour ce très joli topo. Donc, qui a des questions? Alors, pour ceux qui ne trouvent pas la petite main, elle est tout en bas des... Normalement, on la voit tout en bas des participants. Il y a marqué à droite, levez la main. Alors, en entendant que des gens lèvent la main, moi j'ai une question. Alors, je suis peut-être... ma question, c'est quand tu inhibes la formation des boucles, tu vas avoir des très grandes boucles, mais tu as quand même une boucle. Et donc, qu'est-ce qui arrête finalement ou qu'est-ce qui permet cette formation de grandes boucles? Donc, vous voulez dire quand on inhibe, quand on est dans le cas où on dégrade ECO1? Oui. Donc, en fait, on va quand même avoir des boucles, oui, puisqu'on a des interactions à longue distance, mais on ne va plus avoir ce que j'appelle des boucles stables, des boucles qui sont ancrées, qui vont être arrêtées. Donc,
C'est à peu près ça. Je suis pas sûre Oui, d'avoir oui, compris. c'est exactement ça ma question. Mais ce que je me demande, c'est ce qui fait que finalement, il y en a quand même une, même si elle est très, très grande. Qu'est-ce qui va permettre le fait de stopper et de permettre cette formation de grande boucle? Mais en fait, on voit plus vraiment ces points qui Je pense correspondent qu'il au n'y en a plus du sol. tout. Donc, Oui, en fait, je pense qu'il y a des boucles qui sont en formation par la loupe extrusion. Donc, la cousine, elle va se charger sur l'ADN, elle va continuer à extruder, mais elle va pas s'arrêter à un endroit précis. Ce qu'on voit dans le cas de PDS5, par contre, c'est que les interactions, elles vont jusqu'au niveau des centromères. Donc, les boucles, elles seraient stoppées au niveau des centromères. d'accord. C'est Dans pas mal. le cas de la dégradation d'ECO1, on ne va pas jusqu'au centromère, mais comme les cousines ne sont pas stables, elles sont rapidement elles sont dissociées au bout d'un moment de l'ADN. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on ne voit pas ces boucles vraiment stables. D'accord. Et une deuxième question, c'est les coésines qui sont plutôt résidentes, elles sont vraiment résidentes non-stop à partir du moment où elles sont là. On a une idée de ce fameux temps de résidence Là, nous, on est dans un cas quand même très particulier particulier? parce qu'on Oui, va bloquer mais en conditions sauvages. Ma question, c'était en conditions sauvages. elle dure le temps, de ce que je sais, le temps de la mitose pour permettre la cohésion des chromatides sœurs. Après, les cousines résidentes chez les mammifères, il me semble elles peuvent rester très longtemps dans le cas des oocytes, il me semble, où on va rester en mitose pendant très longtemps. Donc, c'est un phénomène qui est assez robuste, je dirais, mais je n'ai pas d'idée de temps précis, j'avoue. D'accord, merci. Alors, Cédric, tu voulais poser une question. Oui, oui, je voulais savoir, chez la levure, qu'est-ce qui fixe les pieds de boucle? C'est quoi? Il y a des séquences particulières? C'est une autre question. Alors, non, chez la levure, on n'a pas du tout de CTCF de choses qui permettent qu'on voit à la base des boucles de chromatine. On trouve souvent ces coésines dans les régions intergéniques. Donc, oui, peut-être un rôle de la transcription qui empêcherait donc les coésines de se mettre à certains endroits. Mais après, on n'a pas de. Il n'y a rien qui va vraiment bloquer cette coésine. Après, récemment, il y a un article qui montre que PDS5 qui se lie à CTCF. Donc peut-être que chez la levure, PDS5 seul est suffisant pour bloquer la coésine à certains endroits, mais il n'y a pas de. Il y a le papier de Kochland là, qui vient de sortir aussi, où lui, il propose des régions riches en AT comme ancrage, si j'ai bien compris. Oui, mais il me semble que c'est des régions CARS, c'est des régions où les coésines elles sont préférentiellement chargées aussi. Donc je ne suis pas sûre que. Bah, si c'est des régions riches en T, ça peut être des régions déplétées en nucléosomes, parce qu'en fait, il y a quand même donc ça peut être ça aussi, mais il y a bien des régions préférentielles. Si on voit des points, Oui. et ça dépend du régime de translocation. Si ça va trop vite, en fait, Oui. s'arrête pas, et puis ça fait, en fait, ça mélange tout, ça fait des interactions donc portées, mais ça se localise pas, quoi. Oui, voilà. C'est à peu près. Enfin, je pense, c'est l'autre hypothèse. Après, je ne sais pas exactement. Et une deuxième question, si je peux, c'est Oui, en mitose, il n'y a pas de condensine? Si, en mitose, il y a également des condensines, mais là, elles vont faire. Donc, ça va être deux choses différentes. D'accord. On va pouvoir regarder. Elles vont avoir deux actions différentes chez la levure. Donc, où les condensines, elles vont vraiment condenser, tandis que. Mais les coésines vont aussi condenser, donc les chromosomes mitotiques chez la levure. Ces boucles, elles vont permettre quand même une certaine condensation. D'accord. Merci. okay, merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Emmanuel, il y a une question sur le chat. Ah, je ne vois pas le chat. Ah, désolé. David Holkman, mais il peut poser sa question, mais il Oui, demande vas-y, David. pour raccourcir une boucle. Mais j'imagine que si on allonge une boucle, on peut raccourcir celle d'à côté, non? Donc, la question, tu as entendu, Nathalie? Oui. Parce que j'arrivais pas à trouver les boutons. Ouais, non, c'était très intéressant ce que tu as présenté. Effectivement, on a l'impression que les boucles, elles vont être dynamiques tout le temps. Donc, effectivement, j'imagine, bon, là, tu as présenté pour les étendre. Est-ce qu'on peut imaginer un mécanisme pour les raccourcir, je dirais à l'inverse du mécanisme pour les faire grandir? Et puis, surtout, une deuxième question, c'est
est-ce qu'on ne s'attend pas finalement à trouver des mécanismes pour stabiliser ces boucles? Est-ce qu'on a besoin de stabiliser, enfin, je parle un peu plus loin que de ce que tu as présenté, est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'il y a des mécanismes pour empêcher, une fois que ces boucles sont formées, de les stabiliser pour toujours, ou au contraire, est-ce qu'elles doivent bouger? Donc c'est les deux questions que j'avais. La coésine, elle est quand même assez dynamique sur l'ADN, même en général. Donc, on ne va pas avoir des boucles qui vont être tout le temps stables, je pense. Après, elles sont stabilisées par les protéines CTCF. Ça, c'est connu. Je pense qu'elles sont importantes parce que c'est important donc, pour la régulation de la transcription, par exemple, des choses comme ça. Donc, ça va être important qu'elles soient stabilisées à des endroits précis. Après, il y avait beaucoup de questions. Et par exemple, on peut imaginer que les boucles rétrécissent. Ça rejoint un peu. Qu'elles rétrécissent, je ne sais pas. Bon, ok. Parce que, comme dans le... Je ne sais pas, je réfléchis. Ok. Bon, la prochaine fois. Bon, merci David. Il y a encore une question dans le chat de Mohamed Seba. Il demande, est-ce que la formation des... Peut-être que tu es là, Mohamed, je ne sais pas. Est-ce que la formation des boucles par les coésines se fait par le même mécanisme avec PDS5 et SSC2 in vitro? In vitro, ce qui a été montré, c'est que on a besoin de SSC2 pour faire l'extrusion des boucles, mais également pour les maintenir, ces boucles, alors que nous, on n'a pas besoin de SSC2. Mais dans les expériences in vitro qui ont été faites, ils n'ont pas regardé avec des coésines acétylées ou en présence de PDS5 peut-être aussi. Donc en fait, peut-être que PDS5, notre hypothèse, c'est que PDS5 qui permettrait donc de protéger l'acétylation des coésines et que donc en l'absence de PDS5, les coésines, elles sont peut-être plus stables, donc elles ont besoin de SSC2 pour être maintenues. Ce qui a été vu in vitro, c'est qu'ils ont essayé avec chaque facteur, mais pas avec plusieurs facteurs en même temps. Donc, le mécanisme semble le même, mais il faudrait faire d'autres. Il faut continuer. Et il y a quelqu'un dans le chat qui dit qu'a priori, il est impossible de diminuer la taille des boucles.